D'abord, merci d'être venu. Je voudrais vous parler d'un sujet intéressant dans le sens que la science s'est enfin intéressée à la mécanique de l'anticipation. C'est un principe vital. Pour vivre, nous sommes obligés d'anticiper. En fait, nous vivons d'instinct, d'intuition, de prémonition, mais nous ne savons pas du tout comment ça fonctionne. Et la théorie du dédoublement du temps permet justement d'expliquer ce mécanique physique de l'anticipation. Nous allons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est simplement une observation entre un problème qui n'a pas de solution, on attend, une question qui n'a pas de réponse, on attend. On est l'observateur qui essaye d'avoir une solution à son problème. Il sait qu'il y a un temps. Alors, pourquoi ne pas avoir l'idée d'utiliser ce temps comme une propriété liée à l'observation? Car, comme disait tout à l'heure notre ami, s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas d'observation, il n'y a rien. Si je suis observateur d'un temps, je dois pouvoir me poser la question, est-ce qu'il ne serait pas bon de supprimer ce temps? Si je supprime ce temps entre ma question et ma réponse, j'ai obligatoirement la question et la réponse en même temps. Et si je supprime au point que je n'ai même pas le temps de me poser la question, que j'ai déjà la réponse, évidemment, c'est de l'anticipation. On va donc inventer du subconscient ou de l'inconscient. Mais en fait, ce temps que je supprime, il faut bien que quelqu'un réponde à la question que je me suis posée. Alors ce temps supprimé, je vais y enfermer un double. Je vais me dédoubler en tant qu'observateur. Et je vais observer ce temps que j'ai supprimé. Ça veut dire que je dédouble le temps. Et à ce moment-là, je vais considérer que mon temps normal, dans lequel je vis, il existera des temps imperceptibles, des instants imperceptibles, dans lesquels pourra vivre un observateur dédoublé dans un temps qu'il percevra différemment. Le temps sera accéléré pour qu'il puisse observer ce temps, et mon temps à moi sera normal. Déjà, on voit une chose assez exceptionnelle, c'est que si c'est possible, celui qui est dans le temps accéléré va fabriquer un potentiel pour celui qui est dans le temps normal. Mais c'est valable pour n'importe quelle particule qui serait intelligente. C'est valable pour n'importe quel univers qui serait intelligent. Ça signifie toujours qu'il y aurait on lierait obligatoirement l'intelligence à l'observation. Et que l'espace ne serait qu'un espace intelligent qui observe et qui est observé. Évidemment, ça trouble un peu les esprits trop cartésiens. Mais autre chose, on peut considérer que l'observateur dédoublé est dans un temps normal. Et que de ce fait, celui qui l'a dédoublé est dans un temps ralenti. En fait, ils ne peuvent communiquer que par des échanges d'informations, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent se percevoir dans ce qu'on appelle le réel. L'observateur dédoublé est toujours dans une réalité virtuelle. Et on peut aller plus loin. L'observateur dédoublé de l'observateur initial peut à son tour se dédoubler. Pour la même raison, pour avoir réponse aux questions qu'il se pose dans un temps nul. Et c'est là où ça devient intéressant, car si ce deuxième observateur se pose des questions, ce ne sont pas les questions du premier observateur. Donc le troisième observateur fabrique des réponses à des questions que le premier ne s'est pas posées. Et maintenant, comme il existe des temps imperceptibles communs aux trois observateurs, on peut échanger des informations dans ces temps imperceptibles et il y aura quelque chose de sensationnel, c'est que l'observateur initial peut aller voir les réponses à la question du deuxième observateur sans que le deuxième observateur ne puisse en prendre conscience. C'est-à-dire que le premier observateur peut avoir la notion du futur du second avant que le second ne vive ce futur.
N'est-ce pas là la définition même de l'anticipation? Le second observateur fabrique un futur dans le troisième observateur. Le premier observateur mémorise dans un temps imperceptible la solution du troisième et la passe par échange d'informations toujours dans un temps imperceptible au second qui vit donc d'instinct, d'intuition et de prémonition. Il anticipe sa vie. Ça veut dire qu'un observateur, pour bien vivre, doit être 3 observateurs différents dans 3 temps différents. Cette conséquence, qui est donc l'anticipation, exige des temps imperceptibles pour chacun des observateurs. Il y en aura un qu'on peut considérer comme étant dans le passé, puisqu'il pose les questions. Il y en a un autre qui sera le présent, qui vivra dans son temps présent, et un troisième qui fabriquera son futur. Et par une mécanique sensationnelle, un mouvement sensationnel de dédoublement, il est possible que celui qui vit dans le temps présent puisse mémoriser son futur avant de le vivre. Voilà donc une mécanique bien huilée, mais qui exige une chose, c'est d'avoir un mouvement qui permettrait ça. Car ça, ce n'est que supposition. Supposition d'ailleurs qui était très connue, puisque Aristote nous en parle en disant qu'il y a toujours, pour un effet, 2 causes. La cause initiale et la cause finale. À savoir que lorsque vous décidez quelque chose, ça y est, vous fabriquez un potentiel. C'est un futur. Ce futur devient une cause initiale pour un événement. Mais en fait, c'est vous qui l'avez déclenché. Donc vous avez déclenché par une cause initiale une cause finale, vous la mémorisez et vous vivez dans le temps présent. Aristote connaissait donc la loi du dédoublement du temps qui nécessite 3 temps différents pour vivre. Einstein, il y a un siècle, nous parle de la relativité du temps. Ça serait une propriété physique tellement importante qu'elle ne servirait pas l'homme, on a du mal à l'imaginer. Poincaré, qui avait servi de base à la théorie d'Einstein, avait une autre idée, car il était un prodige scientifique dans le sens que c'était une vraie calculatrice. Il avait les résultats avant même de les formuler. Il avait donc imaginé qu'il y avait un Poincaré qui calculait lentement, pendant qu'il y en avait un autre qui avait le résultat immédiatement. Évidemment, il ne savait pas où était celui qu'il calculait rapidement. Déjà, vous voyez, c'est les prémices de la relativité restreinte qu'Einstein a développées. Mais allons plus loin. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être parce que je ne suis pas sûr que les graphiques nous aient aidés à bien comprendre. Le premier élément qu'il faut dire quand vous dites imaginez, il se peut que, en fait, la première chose à dire, c'est que ça fonctionne de cette manière-là. En la réalité. On va revenir en arrière. Je préférerais aller en avant. Ah bon. Parce que, mais nous vivons bien. Parce qu'il y a la réponse à la question juste à la après. réponse. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est de l'anticipation d'accord. que tu nous fais et c'est de l'expérimentation sur le tas. En effet, prenez une particule intelligente. Je vous ai dit qu'une particule devait être intelligente pour être observateur et observé. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit visage comme ça. Parce qu'elle se pose une question, cette particule. Je rencontre un univers. Qu'est-ce que je fais? Soit je pénètre à l'intérieur au risque de me perdre, soit je fais le tour en prenant la tangente, et là, je ne connais pas cet univers. Donc j'ai un manque d'observation. Si je fais le tour, je ne suis donc pas satisfait, et si je passe à l'intérieur, je risque d'être détruit. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, la solution évidente pour quelqu'un doué d'intelligence, je me dédouble. Et je me dédouble. L'un va faire le tour et l'un va passer à l'intérieur. Et c'est là où il faut trouver un mouvement qui permet de différencier le temps, à savoir que celui qui fait le tour a un temps excessivement ralenti et celui qui fait l'intérieur a un temps excessivement accéléré. Mais il faut que, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, le mouvement soit le même. Voilà la difficulté du dédoublement du temps. Trouver un mouvement identique pour la particule qui traverse un univers et pour l'univers lui-même. Pourquoi?
parce que cet univers lui-même peut être considéré comme une particule qui traverse son propre univers. Donc il faut trouver le même mouvement pour particule et l'univers. Là, c'est la première difficulté. Mais autre difficulté, c'est que si on différencie le temps, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait impossibilité d'observer ce dédoublement. Il faut donc inventer des temps imperceptibles. Et c'est là où le mouvement est une deuxième difficulté. Premièrement, il doit être identique pour la particule et pour l'univers. Et deuxièmement, il doit être imperceptible aussi bien pour l'univers que pour la particule. Et on se trouve confronté scientifiquement à l'heure actuelle à cette idée nouvelle, c'est que tout est dédoublé dans l'univers. Tout. Alors les particules, évidemment, on le sait, c'est très facile parce que ça vit dans un temps accéléré, tandis que les univers que l'on voit, les galaxies ou autres, on a l'impression d'une immobilité absolue parce que le temps est complètement différent, il est excessivement ralenti. Mais en fait, si vous changez de temps, évidemment, vous ne voyez pas l'univers de la même façon. Et si on peut être dans 3 temps différents, ça veut dire qu'on a 3 images de l'univers différentes et que ce sont les échanges d'informations entre ces 3 univers qui permettent de vivre. La particule est elle-même horizon de ces particules. L'horizon est lui-même particule dans son horizon. On arrive ainsi à avoir un infiniment petit, donc une mécanique quantique, dans un infiniment grand, donc dans un univers tel que le nôtre, et puis avec une perception de notre temps présent qui utilise à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire nous avons besoin des particules pour échanger les informations et nous avons besoin d'un univers pour l'observation, pour l'expérimentation. Mais il n'y a aucune différence entre l'infiniment grand et l'infiniment petit au niveau du dédoublement. Ça signifie donc que nous sommes obligatoirement dédoublés. Alors là, ça a mal fou à passer. C'est là où ça a mal fou à passer. Parce que là, on dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors réfléchissons à une chose quand même. On est constitué de particules intelligentes. Particules intelligentes et dédoublées. Ça, tout le monde peut le vérifier. Pourquoi nous, en tant qu'assemblage de particules, nous ne serions pas dédoublés? Pourquoi allons-nous échapper à cette règle? Les étoiles sont dédoublées. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, Jean-Pierre, c'est que sur le plan expérimental, on a validé le fait que des électrons, par exemple, pouvaient se trouver, un même électron pouvait se trouver en potentialité à 2 endroits différents. Ça, c'est très vieux, c'est le début de la mécanique quantique avec les fentes de Young. Voilà. À savoir qu'en effet, si on envoie des électrons sur 2 fentes, on s'aperçoit que ces électrons vont se placer à des endroits différents. Il y a un calcul de probabilité qui nous montre qu'il y a plusieurs possibilités. C'est ça. Elle passe soit par les 2 fentes, soit par une seule. Et elle crée de l'autre côté de la fente soit des ondes, soit elles sont dans l'alignement de ces 2 fentes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si on met un observateur qui essaye de savoir par quelle fente l'électron passe, à ce moment-là, l'observation perturbe l'expérience et l'électron change le résultat. Change le résultat. Voilà. Donc ça, c'est très vieux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu depuis pour arriver jusqu'à nous et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut croire que nos particules sont dédoublées? On a du mal, a priori, quand même, effectivement, à le croire. Ça veut dire que nous sommes là et nous sommes ailleurs. Oui. Nous sommes dans 2 temps différents. Nous sommes ailleurs. C'est nous-mêmes avec ce même corps? C'est obligatoirement de la même façon, puisque nous avons besoin à la fois d'un réceptacle de l'information, qui est l'eau de notre corps, et nous avons besoin d'un système ondulatoire pour échanger les informations avec d'autres univers. De ce fait, nous sommes, comme toute particule, à la fois ondulatoire et corpusculaire. Nous avons cette capacité. Il n'y a aucune raison que nous soyons différents de nos particules, qui sont toutes, et ça c'est le prix Nobel d'Einstein, 1905, qui a montré que tout était dual, corpuscule et ondulatoire. Alors, pourquoi pas nous?
Et voilà, alors pourquoi pas nous? Nous ferions exception. Les galaxies sont dédoublées, les particules sont dédoublées, les étoiles sont dédoublées, mais nous, vivant sur une planète d'une étoile, nous ne serions pas dédoublés. Curieusement. Est-ce que la preuve, d'accord, si elle a été faite pour les particules, donc pour l'infiniment petit et l'infiniment grand, est-ce que c'est vérifié aussi pour ce qui concerne notre biologie et qui ne serait pas de l'humain? Parce qu'on sait que les lois quantiques ne sont pas les mêmes que celles qui sont... Enfin, les lois de l'infiniment petit ne sont pas celles qui sont les lois de notre échelle. Alors, on vient de trouver que les cellules avaient un plan de polarisation pour se dédoubler. Alors, le mouvement de dédoublement que je vous montre maintenant, qui paraît simple comme ça à définir, fait que tout dédoublement et toute reconstitution de particules s'effectue dans un plan privilégié et sur un axe privilégié. Or, on pensait que nos cellules se dédoublaient n'importe comment. Et ça fait presque un an qu'on a découvert que nos cellules se dédoublaient dans un plan privilégié appelé plan de polarisation. Même nos cellules suivent cette loi des plans privilégiés. Les galaxies, on connaît le plan privilégié des galaxies, on connaît le plan privilégié de notre système solaire, mais on se disait, nos cellules se dédoublent n'importe comment. Or, ce n'est pas vrai. C'est maintenant, donc c'est très récent, il y a à peine un an, on sait que même nos cellules suivent ce plan de polarisation. Alors, on va dire, mais se dédoubler, dans quel but? Parce que, bien sûr, vivre, c'est une chose. Anticiper, mais voir le futur, bien sûr que c'est bien de voir le futur avant de le vivre. Mais voir le futur puis le revivre, c'est plutôt casse-pied. Puis on peut imaginer que celui qui fait le futur va aller voir le futur du futur, etc. À quoi ça sert de voir le futur? Imaginez ça. Il y a un film qui a essayé de montrer ça, qui s'appelait Un jour sans fin, où on se lève et on revit toujours la même journée. Donc vous voyez qu'il y a autre chose, et c'est là où rentrent les particules qui font que les particules infiniment petites qui ont une masse, car les particules doivent avoir une masse pour la bonne raison que, avec l'équation E égale mc2, l'énergie est une masse, la masse est une énergie. Alors c'est là où on ne comprend pas que la pensée puisse être énergie. Un échange d'informations, comment est-ce possible que ce soit une énergie puisque l'énergie est une masse? Si vous pensez et que vous perdez une masse, vous allez avoir un bon régime amaigrissant. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. C'est pour ça que pendant tout le XXe siècle, on s'est dit, mais comment ça marche? Mais imaginez que la pensée utilise des particules, même avec masse, mais que dans un temps que vous ne percevez pas, vous recevez immédiatement une autre particule qui est la solution de la première. Donc en fait, chaque fois que l'on pense, il y a un échange d'énergie. Un échange d'énergie supporté par des particules. Entre l'information émise et l'information reçue. C'est ça. Et dans un temps imperceptible, ce qui fait que, comme vous avez une anticipation, on peut même dire une chose, c'est que plus vous pensez, plus vous recevez d'énergie. Plus on en perd aussi. Non, puisque vous récupérez la solution à vos problèmes. Mais on en perd toujours autant que l'on en récupère. Et c'est là le principe du dédoublement qui est assez bizarre, qui rejoint un autre principe de la mécanique quantique, c'est que dans un temps nul, on dispose d'une énergie infinie. Donc si j'arrive à supprimer de temps pour en faire des temps nuls, dans ces temps nuls où je pourrais peut-être fabriquer un potentiel, j'ai une énergie infinie. Sans perdre d'énergie, puisque je récupère la conséquence de cette énergie instantanément. Mais on voit bien une chose, justement, qu'on ne comprend pas, qu'est le principe d'Heisenberg. On ne comprend pas comment, dans un temps nul, je peux avoir une énergie infinie. Mais ça signifie bien, et c'est la seule explication par le dédoublement, que si je supprime le temps entre la question et la réponse, eh bien j'ai supprimé un temps, donc une énergie, et dans ce temps nul, je dispose d'une énergie. Si j'y mets un observateur, il peut très bien disposer de cette énergie qui ne sera plus infinie pour résoudre un problème. Et à ce moment-là, moi, dans mon temps où ce temps est nul, j'obtiens la réponse instantanément. Voilà une loi parfaite pour anticiper un mode de vie. Mais ça suppose, et c'est là où la conclusion est assez ahurissante, c'est que tout est intelligent.
une particule est intelligente, un homme est intelligent, un soleil est intelligent, un univers est intelligent, et tout se passe par des échanges d'informations entre espace ou particules, et particules horizon de particules, ou espace particules dans son horizon, des échanges d'informations dans des temps imperceptibles. Ces temps imperceptibles ont fait aussi une chose, c'est qu'on a inventé une matière noire, une énergie noire, pour expliquer ces transports d'énergie sans qu'on puisse les voir. Car on sait que la masse réagit à une masse invisible, on a inventé la masse noire. On est en train de montrer que cette masse noire n'existe pas. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une théorie actuelle, là, qui a à peine 6-8 mois, qui essaye de montrer ça. À partir de l'observation de galaxies, on vient de s'apercevoir que non, la vitesse de rotation des étoiles dans la galaxie ne correspondait pas à cette fameux modèle standard qui impose une énergie noire ou une masse noire. Donc, la théorie du dédoublement arrive juste au moment où ça permet de donner des explications. Comme vous a dit mon ami Rémi tout à l'heure, la grande difficulté que j'ai pour imposer cette théorie, c'est que je ne fais plus partie de moindre laboratoire et que tout ce que je fais est indépendant. De ce fait, ça me laisse une liberté de parole, certes, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus difficile à faire admettre dans la communauté scientifique qui est assez, quand même, il faut le dire, encroûtée dans pas mal d'idées. Je voudrais justement vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a un discours scientifique très sérieux derrière. Car si je parle de dédoublement, il me faut avoir des vitesses de dédoublement pour que les particules puissent se dédoubler, passant dans des ouvertures temporelles. Tout ça nécessite le mouvement d'une part, peut-être, mais aussi une vitesse de dédoublement. Car ça voudrait dire à ce moment-là que nous sommes bien des observateurs dédoublés. Le mouvement, il y est, cette vitesse peut être très intéressante. Alors vous allez voir, avant que vous me posiez des questions, s'il y a des scientifiques d'ailleurs dans la salle, ils pourront en poser, la vitesse de dédoublement est indépendante de la vitesse de la source et de l'observateur. Ça, c'est intéressant. C'est une vitesse qui n'est pas liée à l'observateur, qui n'est pas liée à la source de la particule qui se dédouble. Donc c'est bien un échange d'informations entre particules dédoublées. D'autre part, si je prends, puisque nous vivons dans le système solaire et que nous sommes des observateurs du système solaire, il y a le mouvement de dédoublement se retrouve avec la Terre et le Soleil. Et à ce moment-là, je calcule tout simplement cette vitesse de dédoublement par le mouvement de dédoublement. Vous voyez que c'est assez simple. C'est 216 que multiplie quelques 10 000, que multiplie 2pi RS, RS le rayon solaire, par an. Voilà chaque année ce que doivent faire les particules qui se dédoublent. Et 2 160 000, ça sort? Ah ben 2 160 000, c'est 216 que multiplie 10 000. D'accord, mais les 216... Alors c'est les 216, ils sont en dessous. Ah oui, d'accord. On les voit en dessous. D'accord, c'est la Mais moitié. alors ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ce calcul, qui est en fait un temps par rapport à un autre temps, ou des kilomètres par rapport à des secondes, ou des secondes par rapport à des kilomètres, en fait, il n'y a pas forcément d'unité là-dedans. C'est juste un rayon solaire, voilà la seule chose, et une année. Alors si maintenant je mets des kilomètres par seconde pour m'intéresser à cette vitesse de dédoublement, c'est là où ça devient très intéressant, car cette vitesse de dédoublement, c'est tout simplement la vitesse de la lumière. Et cette vitesse de la lumière n'est donc indépendante de la source et indépendante de l'observateur, ce qui prouve bien que ce n'est pas une vitesse. Car vous n'avez jamais vu une vitesse indépendante de l'observateur. Si vous vous déplacez, la vitesse de l'objet qui se déplace n'est plus la même. Alors c'est assez inquiétant. Non, c'est que cette vitesse qui a été imposée par Einstein dans les équations a bien une dimension de vitesse, mais ce n'est pas une vitesse dans le sens de notre observation. Il y a autre chose, vous voyez, qui est très intéressant dans le mouvement de dédoublement, pour relier ce mouvement au côté scientifique actuel, c'est que dans le mouvement de dédoublement, quand la particule est en dédoublement, on peut connaître sa vitesse, mais on ne connaît pas sa position. Mais quand elle n'est plus en dédoublement, on connaît sa position, mais on ne connaît plus sa vitesse. Et là aussi, il y a une autre loi, qui est aussi d'Heisenberg, c'est que si vous connaissez la position d'une particule, vous ne connaissez pas sa vitesse, et inversement.
Et je dis toujours une chose assez ahurissante. Imaginez des policiers qui seraient en train de dresser un procès-verbal pour excès de vitesse aux particules sur autoroute. Ils verraient bien la vitesse qui est interdite, mais ils ne sauraient pas où est la voiture. Ça serait embêtant. Ou alors ils voient la voiture, mais à ce moment-là, ils ne connaissent plus la vitesse. Ça, c'est la mécanique quantique. Eh bien, qu'il y a quelque chose d'assez ahurissant derrière, qui explique le mouvement de dédoublement, qui explique la vitesse de dédoublement. Et si maintenant, au lieu de parler de kilomètres par seconde, je m'amuse à mettre des années par année, car je peux. Qu'est-ce que c'est qu'un tour de soleil? Le soleil met 27 jours, 0, il y a des poussières derrière, par an, 27 jours par an. Je peux considérer qu'un 27e de jour, c'est un tour solaire. À ce moment-là, je trouve des années par rapport à des années. Ça veut dire que quand je suis observateur dans deux temps différents, 80 000 ans de mes ans peuvent être un an ailleurs, ou un an de mes ans peut être 80 000 ans ailleurs. Et alors là, c'est intéressant de voir une très vieille phrase que Mahomet a reprise dans le Coran, qui est « 1000 ans sont à tes yeux comme un de nos jours ». Ce qui prouverait qu'à une époque, on connaissait, peut-être on avait perdu la loi, mais on connaissait cette histoire de différenciation du temps. Or, vous savez que les mathématiques nous ont été transmises par le monde arabe. Et Mahomet a donc pu avoir connaissance des lois mathématiques existantes à son époque. Et il parlait de la différenciation du temps, il parlait de la relativité du temps. Il y a plusieurs textes qui le prouvent. Donc là, ça veut dire qu'avant de changer, en fait, dans un temps dédoublé, une année, une de nos années, ça peut être 80 000 ans dans le passé, par exemple. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de nous projeter dans un autre temps où, si on vit un an chez nous, on vivrait 80 000 ans ailleurs. Mais quand vous dites on aurait la possibilité, ce n'est pas un choix. Si je peux simplement me déplacer à une certaine vitesse, je peux changer de temps. Là, il y a une autre idée qui a été développée par Langevin dans les années 20, c'est que si je vais à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, je change de temps d'une façon conséquente. Si je dépasse maintenant la vitesse de la lumière, c'est l'inverse qui se passe. Dans le cas des jumeaux de Langevin, le jumeau qui s'en va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière ne vieillit pas aussi vite que celui qui reste. Mais si maintenant je vais plus vite que la vitesse de la lumière, alors les échanges d'informations, on le sait maintenant, ça a été prouvé, ça a même donné un prix Nobel à Alain Aspect, qui a montré qu'il y avait des vitesses plus grandes que la vitesse de la lumière. Ça signifie là, à ce moment-là que si j'arrive à me déplacer, si la pensée, l'énergie arrive à se déplacer à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière, à ce moment-là, je vieillis plus vite que celui qui reste. Mais quand je reviens, c'est l'inverse, je rajeunis. C'est-à-dire qu'en fait, je fais de l'anticipation. Donc je peux vivre 80 000 ans pendant un an si je me déplaçais pendant un an. Mais pourquoi se déplacer pendant un an? Si je me déplace pendant un an, mon corps, qui reste, lui, tranquille, c'est-à-dire je meurs, et j'ai une partie de moi qui s'en va, c'est la partie information, je ne peux partir et revenir que dans un temps très court. Alors si je pars une seconde, eh bien j'ai 80 000 secondes ailleurs. Et en 80 000 secondes, je peux faire pas mal de choses. Si j'ai une microseconde pendant laquelle je m'en vais, j'ai aussi du temps pour fabriquer quelque chose. Mais en plus, quand je suis dans ce temps du rapport 1 à 80 000, je peux encore passer dans des ouvertures temporelles pour avoir le même écart de temps. Et vous voyez que je peux aller ainsi très loin. Et voilà ce que donne la théorie du dédoublement. Il y a 3 vitesses qui sont liées pour avoir le passé, le présent et le futur. Et ces 3 vitesses que vous voyez là donnent une plus grande vitesse de 854 milliards de kilomètres par seconde. Ouais, c'est absolument prodigieux. Donc ça, c'est la vitesse de transmission de l'information. Voilà, ce qui fait que... Maximum. Maximum.
Alors on a appelé ça en science l'intrication, parce qu'on a supposé, c'est Suarez qui a supposé, en faisant des expériences, que cette vitesse était infinie. Donc quand il y a deux particules dédoublées, on en déduit que les deux particules reçoivent la même information en même temps. Et moi, la question que je pose, mais qui donne l'information? Mais si l'information est donnée en même temps, ça veut dire qu'il y a trois particules qui reçoivent l'information en même temps. Alors je pose encore la question, qui donne l'information aux trois particules? Vous voyez que la vitesse infinie ne tient pas debout. L'intrication nécessite qu'il y ait quand même quelqu'un qui donne l'information, et de ce fait, il faut que la vitesse soit finie. Alors, on va même plus loin. On peut dire, puisque les vitesses de dédoublement sont finies, celui qui le premier s'est dédoublé, qu'on pourrait appeler le créateur du dédoublement, est donc fini dans un espace fini, lié à des vitesses finies. Et il bénéficie du passé, du présent et du futur. Et nous avons la même possibilité, dans un autre espace, de bénéficier du passé, du présent et du futur. Et on peut dire en conclusion que dans tout espace, pour vivre, il faut créer le futur par nos pensées et ensuite le mémoriser pour voir s'il est bon de le vivre ou ne pas le vivre. Et cette mémoire doit être instantanée pour que vous ne puissiez pas en avoir le détail et que ça ne vous donne pas l'impression du déjà vu, du déjà connu, qui serait vite embêtant. Donc on a la capacité de voir le futur avant de le vivre dans un temps que vous n'avez pas de façon consciente. C'est ce qu'on appelle l'inconscient. Et comme ce potentiel futur que nous fabriquons nous-mêmes dans un temps imperceptible est disponible pour tout le monde, on peut appeler ça un inconscient collectif qui remplit notre conscience de tas d'idées, de pensées, d'envies, de souhaits. Et en fait, on peut dire une chose, c'est que toutes nos pensées sont liées au futur, sont donc anticipées.